Ok, bon, 13h32, je pense qu'on peut commencer ce webinaire. Ok. Alors, pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver et de nous rejoindre dans ce premier webinaire, du coup, c'est un webinaire du Social Club. Le Social Club, c'est la première école qui forme aux réseaux sociaux. Le but, c'est de vous apprendre à être visible, en fait, grâce à la force des réseaux sociaux. Moi, je suis la fondatrice Maud Alaves. On organise donc des webinaires comme celui-là, mais aussi des masterclass à côté. Et après, on a une newsletter où tous les lundis, en fait, on envoie des petits conseils pour s'améliorer, plus particulièrement sur LinkedIn. Et aujourd'hui, du coup, j'ai invité Christopher, qu'on a vu partout sur LinkedIn cette semaine et la semaine dernière, J'avoue. avec ton livre. Mais tu nous en parler un peu plus. Mais moi, tous les jours, j'ai des nouvelles de toi sur mon LinkedIn. Ça inonde mon Inondé, feed. ouais. Mais c'est bien, c'est super bien, franchement, pour toi. Pour parler justement des carousels. Mm. Alors pour info, on va faire ça en 3 étapes. Au début, en fait, déjà Christopher va se présenter un petit peu plus pour ceux qui ne le connaissent pas. Ensuite, on va parler un peu plus précisément des carousels, justement. Et après, Christopher va nous expliquer un peu tous ces petits axes et tips qu'il a sur sa stratégie LinkedIn. Et finalement, même j'ai menti d'ailleurs, pardon, il y a 4 parties, il n'y en a pas 3. On va étudier en fait des carousels qui ont déjà été faits, qui nous ont envoyé, que des volontaires nous ont envoyés, et Christopher va donner ses feedbacks. Voilà, ceci étant dit, du coup, Christopher, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ouais, alors moi, donc c'est Christopher Piton, j'ai 31 ans et j'accompagne les indépendants et petits entrepreneurs à développer leur activité sur LinkedIn grâce à une stratégie de contenu bien huilée. Ouais. Et donc, l'objectif, c'est que je les accompagne à monter en compétences en écriture persuasive, à se bâtir une réputation forte et générer des prospects sur le long terme. Donc voilà, de manière globale, ce que je propose et ce que je fais. Ok, super. Et t'as fait quoi avant, en fait, d'en arriver à là? Alors, avant d'en arriver là, moi, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai travaillé dans les assurances en tant que gestionnaire. Puis après, je me suis reconverti, longue histoire, mais je me suis reconverti et finalement, j'ai travaillé en tant que référenceur dans des agences web. Puis Ouais. ensuite, en tant que chargé de projet web dans un gros groupe industriel. Et aujourd'hui, me voilà, bébé entrepreneur, parce que ça fait que, on va dire, 2 ans que je suis vraiment en activité d'indépendant. Et du coup, je suis coach et auteur LinkedIn. Et en seulement 1 an, ou 2 finalement, tu as réussi à t'extraire de LinkedIn, à trouver tes clients et puis à écrire un bouquin, quoi. C'est quand même assez fou. Ouais, c'était assez fou parce qu'à la base, le petit garçon qui débarque sur LinkedIn avec un challenge de créer un post par jour pendant 90 jours, juste pour monter en compétence en écriture, pour se challenger, pour rencontrer des gens et puis essayer de se construire une petite communauté. Finalement, j'ai gardé ce pari-là pendant une année et après, j'ai senti qu'il y avait une opportunité commerciale. J'ai fait une offre qui répondait à un besoin et puis après, c'était parti, quoi. Je me suis lancé et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, ouais. Et du coup, c'est quoi tes chiffres aujourd'hui un peu, niveau engagement ou followers? Aujourd'hui, j'ai presque 25 000 abonnés, quasi de manière organique. Donc, en gros, 95% de mes abonnés viennent de ma stratégie de contenu et 5%, c'était les personnes que moi, j'ai demandé en invitation. Donc, Mmh. c'est là où justement réside, entre guillemets, ma force, c'est-à-dire que c'est par la puissance des mots, si on veut, qu'on réussit à attirer les bonnes personnes par rapport à notre personnalité, etc. Et on arrive à connecter avec les gens par ce biais-là. Voilà, et après en termes de chiffres, on va dire mes publications font en moyenne entre 25 et 40 000 vues de moyenne. Après, Fou, hein? il y en a qui font beaucoup plus. Ouais, après, Ouais. je sais pas trop si c'est énorme ou pas énorme, je sais pas trop sur quel pied danser, mais en tout cas, je sais que voilà, à partir du moment où tu vois, tu as 20 000 abonnés, par exemple, email, l'idée c'est de se dire si tu arrives à faire 20 000 vues par post, tu es sur une bonne moyenne, sur une bonne moyenne parce que tu arrives en gros à équilibrer par rapport à ton nombre de personnes qui te suivent. Ouais. Non, mais moi, je trouve que c'est beaucoup quand même. 20 000, 30 000, c'est pas mal. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus sur ton livre, du coup? Parce que je sais que, voilà, c'est quand Ouais. vous êtes sur LinkedIn, c'est impossible d'être passé à côté de cette information. Du coup, tu as lancé un livre sur LinkedIn, à la Ouais, conquête de LinkedIn, même, c'est tout à ça, non? fait, Si je dis c'est pas de ça, bêtises. c'est Est-ce exactement que ça. tu peux nous en dire un peu plus juste là-dessus? Ouais. Ouais, alors le bouquin donc s'intitule, comme tu le dis, À la conquête de LinkedIn. Ouais. Donc c'est 10 étapes pour déployer sa stratégie marketing, bâtir une réputation forte et générer des prospects. Donc typiquement ce que moi je fais aussi en accompagnement, en coaching. Mmh. Et l'objectif c'est vraiment d'accompagner le lecteur d'un point A à un point B pour qu'il puisse justement
utiliser LinkedIn comme un outil, mais avant ça, il y a les prérequis, c'est-à-dire définir son positionnement. Ensuite, une fois que c'est fait, c'est déployer sa stratégie marketing, optimiser son profil, après créer des contenus qui font mouche, donc ça va raconter des histoires, créer de l'émotion, ajouter de la personnalité, et enfin installer une routine, parce que les résultats sur LinkedIn ne seront pas à court terme, et j'insiste dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit en un mois de faire du contenu et puis ça va marcher. C'est comme pour tout, ça prend du temps. Tu penses qu'il faut combien de temps? Qu'il faut combien de temps? Il faut au moins un minimum, un bon 3 mois. Mais encore une fois, quand tu as une activité qui est stable, tu peux te permettre de créer du contenu pour ensuite construire ta notoriété. Mais quand tu te lances, ton activité démarre, c'est toujours mieux de faire la prospection et à la rigueur, coupler ça avec un peu de création de contenu pour commencer à poser les premières briques de sa visibilité. Et une fois que les deux après sont bien installés, tu peux inverser l'équilibre, c'est-à-dire que dès que tu as suffisamment de clients, tu peux te permettre de créer un peu plus de contenu et inverser les tendances, réduire la prospection et augmenter la cadence de contenu. Ouais, je comprends. J'avais vu un de tes carousels en plus qui parlait de ça. Oui, exactement. Mais du coup, d'ailleurs, on va passer à la partie 2 sur les carousels. Juste une petite chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en live. Moi, je regarde régulièrement le chat et puis même la partie questions. Vous pouvez poser sur les deux comme vous préférez. Hein. Et puis du coup, j'essaierai de les poser au maximum possible. Du coup, Christopher, première chose, pour ceux qui ne connaissent pas trop LinkedIn ou qui ne savent pas l'existence des carousels, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en fait? Ouais. Alors, étrangement, en fait, sur LinkedIn, on ne parle pas de carousel, mais on va parler de documents. Ouais. En fait, c'est la possibilité de partager soit un document Word, un PowerPoint ou encore un PDF. Et à l'origine, en fait, c'est vraiment conçu pour déposer son CV ou encore faire une présentation professionnelle à travers un PowerPoint typiquement slide un peu. Et l'objectif, en fait, c'est pas de partager un document brut avec un tas de paragraphes pour que ce soit illisible et indigeste, mais d'utiliser de manière détournée. Et c'est là justement que les créateurs de contenu sur Instagram se sont appropriés en fait cette fonctionnalité document pour justement la transposer de manière intelligente en... Oh putain, c'est pas vrai, ça bug encore. Non, non, moi je t'ai là. Ah ok, d'accord. Voilà, en live, le gars qui s'énerve. J'adore. C'est clair. Le gars qui va casser d'un coup. C'est pas vrai, ça m'énerve, ça marche pas. Énorme. Non, donc, le gars parlait disait, des carousels Instagram et les gens qui ont voilà. compris ça, oui. Donc, en gros, qui a réussi à transposer de manière intelligente leur carousel Instagram, comme par exemple Gary Vaynerchuk. Donc, en gros, au lieu de publier un gros pavé de texte, on peut swiper et défiler vers la droite pour voir les informations. Voilà, en gros, ce que c'est qu'un carousel. Ok. Et donc, du coup, pour ceux qui... C'est vrai qu'on ne peut pas montrer visuellement, mais on le montrera après, de toute façon, dans les cas pratiques. Donc, comme ça, ce sera plus clair. Mais c'est pour ceux qui n'ont pas le truc en tête, c'est quand on voit des petits carrés et puis qui défilent et qu'on a la possibilité de slider, quoi, du coup. Et alors, on entend partout, en fait, que les carousels, aujourd'hui, c'est le moment de l'en faire sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ouais, alors en fait, il y a des personnes qui vont plutôt utiliser le carrousel au lieu d'utiliser en fait d'autres formats. Mais à mon sens, le carrousel, c'est vraiment un mi-chemin, si tu veux, entre le post textuel et la vidéo en termes d'énergie créative et de temps de travail. Donc clairement, si je pouvais donner un conseil, c'est avant de se lancer à cœur perdu dans ce format, ça va être vraiment de se demander dans quel format on est vraiment le plus à l'aise. Si par exemple on est le plus à l'aise en vidéo, à parler, enfin je veux dire à l'oral, à face cam, mieux vaut privilégier la vidéo. À l'inverse, si on est plus introverti et à l'aise à l'écrit, mieux vaut ne pas se forcer à faire de la vidéo et là préférer les textes seuls. Et enfin, si on a une sensibilité un peu plus graphique et qu'on est aussi à l'aise à l'écrit, là on peut faire des infographies et des carousels. Maintenant, ça va être de se demander quelles sont peut-être les raisons d'utiliser le carrousel. Si tu veux, le carrousel, ça va avoir un format engageant parce que c'est assez ludique, tu vois, tu swipes, etc. Ouais. Ça a apporté aussi un signal positif à l'algorithme parce que forcément, plus ça va être long, plus les gens sont engagés avec ton carrousel, plus ils vont cliquer sur les slides, plus ça va dire à l'algorithme « Hey, en fait, son carrousel est super intéressant. Hey, mets-le en avant. » En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Et clairement, ça marque une preuve d'engagement et d'intérêt au contenu. C'est pas la notion du dwell time, du coup, où en fait, comme l'algorithme de LinkedIn en ce moment a changé et puis qu'en fait, il favorise le temps passé sur un post. Du coup, les carousels, comme en fait, on slide, en fait, on passe du temps et du coup, forcément, ça pousse. Enfin, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. En fait, l'arrivée du dwell time, ça a changé pas mal de choses. En gros, les personnes qui utilisaient
des méthodes, on va dire, un petit peu douteuses pour faire gonfler artificiellement leur nombre d'interactions, bah, ils se sont pris des cartouches parce que du jour au lendemain, bah, bam, ton contenu, en fait, il est nul, tu l'as mis en avant, mais je ne le veux plus le voir, donc hop, next. Donc, en fait, l'idée, c'est que le dual tab, ouais, c'est clair, c'est que c'est vraiment la prise en compte du temps passé. Donc, depuis le fil d'actualité, quand tu scrolls, donc à partir du moment où tu t'arrêtes sur la publication, il y a un chronomètre qui s'enclenche, et du coup, bah, ça envoie un signal algorithme que même si tu n'as pas cliqué ou tu n'as pas interagi sur le contenu, ça montre que bah, y a une personne qui s'est arrêtée pour commencer déjà à lire l'accroche, où il y a la première slide du carrousel. Et après, c'est la comptabilisation à partir du moment où tu as cliqué sur voir plus. Là, ça va aussi comptabiliser le temps que tu passes, puis après le temps que tu passes après à commenter. Enfin bref, en gros, ça chronomètre tout. Ouais. Ouais, je comprends. Et du coup, moi, ce que j'ai remarqué en fait avec tes carousels, c'est que quand même, tu étais super fort justement pour cette accroche-là et pour faire en sorte à ce qu'on reste jusqu'à la fin. Enfin, moi, j'arrive pas à commencer un de tes carousels sans le finir, tu vois. Et ça, je pense que c'est pas anodin, c'est pas facile à faire non plus. Du coup, est-ce que tu as une structure type peut-être à recommander ou ouais, comment tu t'y prends en fait pour capter l'attention comme ça? Ouais. Alors moi, en fait, je vais toujours avoir une structure narrative qui soit assez bien huilée. Ça parlera certainement à Inès Sivignon, l'idée de storyteller justement bien ses contenus, et ça marche aussi pour le carrousel. En gros, l'idée, c'est vraiment de capter l'attention du lecteur jusqu'au bout dans chacun des carousels. Donc, c'est notamment le cas lorsque je raconte une histoire pour embarquer les lecteurs d'un point A à un point B, et c'est ce qu'on appelle le principe du toboggan glissant. Donc, en gros, pour que mon lecteur, justement, aille jusqu'au point B, donc jusqu'en bas du toboggan, j'aime en fait suivre une structure en 4 étapes. Donc, ça reprend un petit peu de la structure AIDA, mais on va dire adaptée au carrousel. Donc, premièrement, je capte l'attention avec la première slide, donc avec un titre intriguant qui met en évidence le problème de mon audience cible, donc qu'elle a envie de résoudre. Donc, par exemple, si mon carrousel a l'objectif pour apprendre à mon public cible à faire de bonnes accroches LinkedIn, eh bien, je pourrais utiliser un titre de carrousel comme ce que j'avais déjà fait probablement, c'est-à-dire ces accroches de posts LinkedIn font fuir vos lecteurs. Donc voilà, donc ça permet de vraiment capter l'attention. Attention à pas être non plus dans l'extrême et dans l'exagération, parce que derrière, il faut tenir sa promesse par rapport à un titre qui peut être un peu plus clickbait. Donc après, je garde l'intérêt qui est fragile encore de mon lecteur sur à peu près 2-3 slides, où j'explique la source du problème et je le fais visualiser. Donc pour reprendre mon exemple, j'explique en fait avec un l'aide d'une sorte de avant-après qu'une accroche, par exemple, non persuasive, permettra pas de se démarquer, même si le reste du contenu est très bon. Et après, sur les 4-5 slides suivantes, là, je vais activer le désir parce que l'attention du lecteur n'est plus fragile. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je partage mes astuces vraiment concrètes, croustillantes pour répondre à la problématique initiale, donc c'est-à-dire l'accroche du post. Et donc, ça pourrait me montrer concrètement mes astuces pour écrire des accroches persuasives. Et enfin, la dernière slide, là, c'est l'appel à l'action. Donc là, il ne faut vraiment pas la louper. Il faut que vraiment ça soit ultra clair pour donner envie au lecteur d'agir maintenant. Donc, c'est là, par exemple, que j'invite, par exemple, mon lecteur à s'abonner à ma liste email. Ok. Alors, si j'essaye de résumer du coup ce que tu dis, l'accroche AIDA, bon alors déjà pour ceux qui connaissent pas, AIDA, c'est Attention, Interest, Desire et Action, c'est ça? Ouais. Et du coup, donc au début, en fait, tu as une accroche là qui est la plus intrigante, ouais. Voilà. Accrocheuse. J'avais un autre mot en tête, mais il n'était pas très, webinar friendly, donc du coup, merci de m'avoir sauvée. Bref, donc une accroche accrocheuse, voilà. Ensuite, tu continues dans le teasing avec de l'intérêt. Ouais. Après, donc désir, là, tu parles concrètement en fait du contenu et puis de tes conseils, de la réponse à la question à laquelle tu essaies de répondre. Et puis après, action, donc là, c'est call to action, qu'est-ce que tu veux que les gens y fassent, like, commente, etc. quoi. Tout à fait, parfaitement résumé. Ok, c'est super clair. Il y a une petite question de curiosité, est-ce qu'on dit carrousel ou carousel? Très bonne question, moi je dis carrousel, ça se peut, je le prononce mal depuis 8 mois. Ouais. Moi, je dis carousel, c'est pour ça, je pense que… Ouais, je pense aussi, parce qu'en fait, si tu veux, moi je vis à Nantes, et à Nantes, la ville est très connue pour le carrousel. Donc c'est avec des grands… Enfin bref, je vais pas en parler, mais en gros, voilà, moi, on dit ici le carrousel, donc après peut-être je me trompe, mais en tout cas, si je me trompe, tous les Nantais se trompent, donc auquel cas, je serai pas le seul. Ouais, bon, et peut-être que moi je me trompe aussi en vrai. Du coup, on n'en sait rien, Eva. Voilà. On ne sait pas. Ok, d'un point de vue graphique, du coup, maintenant qu'on a compris la structure, est-ce que tu as des petits conseils en fait pour la mise en page
d'un carrousel ou carrousel. Carrousel, ouais, ouais, peu importe. En fait, à mon sens, il y a 5 vraiment éléments majeurs à prendre en compte. Premièrement, choisir une bonne dimension. C'est-à-dire, c'est pas choisir des dimensions qui sont trop faibles, au risque que justement le carrousel soit pixelisé. Un carrousel pixelisé, c'est un peu la mise à mort du carrousel, personne va swiper, va défiler. Donc l'idée, c'est d'utiliser différents formats, donc soit le format carré, soit un format rectangulaire pour prendre un maximum de place sur le fil d'actualité. Rectangulaire, oui, c'est ça. Soit le format slide classique PowerPoint. Moi, après, ce que je recommande, c'est d'avoir soit un format carré, au moins un minimum 1200 par 1200 pixels, soit un format rectangulaire. Là, moi, j'utilise plutôt des tailles standards, soit format A4, mais moi, j'utilise sur Canva, donc on en reparlera peut-être de l'outil, mais typiquement, c'est 20 cm par 25 cm. Ça me permet, étant donné que c'est des grosses dimensions, d'avoir des images ultra claires, parce que moi, j'utilise des illustrations. Si c'est pixelisé, bah, finalement, ça garde moins bien l'attention. Donc, il y a voilà, les dimensions. Après, il y a le choix des couleurs. Typiquement, bah là, il faut opter pour choisir la couleur en fonction de sa charte graphique. Donc, moi, c'est le jaune et le noir. Toi, ça va être plutôt c'est un turquoise, turquoise noir, violet, un peu l'idée de la galaxie, j'imagine. Galaxie, ouais, exactement. Et du coup, bah, en gros, l'idée, c'est d'avoir 2 à 3 couleurs maximum pour pas justement noyer l'univers graphique. Donc, moi, voilà, c'est le jaune noir, toi, voilà, c'était cette couleur-là. Mais vraiment veiller à ce que ça contraste bien. Parce que si, par exemple, j'avais un bleu et un rouge, ça va piquer les yeux et mes yeux vont saigner, en fait. Et du coup, ça va pas être bon. Donc, l'idée, c'est d'avoir un contraste pour faciliter et rendre la lecture agréable visuellement. Et mine de rien, il faut penser aussi aux daltoniens. Il y en a plus qu'on ne le pense. Et l'idée, c'est d'avoir quand même un très bon contraste. Ouais, donc une couleur un peu claire, par exemple, et une couleur plus foncée, quoi. C'est ça que tu veux dire par contraste? Ouais, exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Mais qui se détache bien, parce que sinon, c'est pas agréable à l'œil. Et sur un carrousel, c'est vraiment important que ce soit aussi bien agréable à l'œil que ce soit agréable au niveau du fond, en fait. Ouais, je comprends. Et du coup, tu parlais un peu de l'outil, là, tu disais Canva, parce que, enfin, le truc, c'est que sur LinkedIn, il y a plein de gens qui sont pas graphistes et du coup, enfin, voilà, toi, quel est l'outil que tu utilises pour faire tes carousels ou alors qu'est-ce que tu recommandes? Enfin, Ouais, alors, moi, j'utilise Canva parce que c'est un outil gratuit, parce que je suis pas graphiste et en plus, il est ultra pratique et ergonomique. Bien entendu, on peut très bien utiliser le Google Slide classique ou le PowerPoint classique pour faire quelque chose d'assez intéressant. Après, voilà, c'est une question d'habitude. On peut utiliser après, si on est plus à l'aise, Photoshop, je crois, ou Illustrator. Mais moi, je choisis vraiment voilà, Canva parce que c'est gratuit. Ça suffit pour mon besoin, surtout si vous n'êtes pas graphiste. On peut le faire, c'est visuel, à la fois sur smartphone et sur ordinateur. Et puis après, il y a les choix de thèmes pré-mâchés, des choix d'images, des choix de format, des choix de dimensions. Tout est personnalisable par un système de glisser-déposer, donc c'est parfait. Et tu utilises d'autres choses? Parce que je sais que tu mets pas mal de gifs, par exemple, ou de petites images ou alors des icônes dans tes carousels. Tu vas les Ouais. sourcer où, ces images-là? Ah oui. Alors, tu peux très bien les retrouver sur des banques d'images. Donc, Pixabay, ça fait très bien l'affaire. Ouais. Il y a un tas d'images. Après, les gens peuvent, s'ils le veulent, pour une poignée d'euros ou de dollars, aller sur Shutterstock et puis voilà, acheter des images et puis les utiliser dans leur carrousel. Ouais, il y a aussi, Giphy.com, non? Qui est bien Ah pour oui, oui, les tout à fait. Pour les gifs, ouais. Ouais. ouais, moi j'utilise toujours ça dans les newsletters. En plus, c'est intégré avec Mailchimp, donc Ah c'est oui, ça reste animé, ouais. Que sur un carrousel, comme c'est un PDF, ça sera pas animé. C'est pour ça que j'utilise juste des images. Mais sinon, ouais, les gifs, ça permet toujours d'apporter une petite touche d'humour, ouais. illustrer un propos, ouais. Bah, du coup, ça rapproche, enfin, ça ramène à ma prochaine question, en fait, qui est la notion de dynamisme dans les carousels. Parce que comme je disais, ce qui est compliqué, en fait, c'est de garder l'attention de quelqu'un, du début à la fin. Du coup, est-ce que les gifs, ça aide ou est-ce que tu as pas des tips, en fait, pour aider justement à garder cette attention un peu? Ouais, alors on peut pas utiliser d'image animée sur un PDF. Donc Ouais. tu pourras juste utiliser un GIF, mais le GIF figé. Mais en gros, ce que je fais, c'est que moi, je veille à respecter une bonne mise en page. Donc clairement, veiller à bien l'alignement du texte, qu'il soit centré ou soit bien à gauche, à droite ou justifié. Mais après, on le verra par rapport aux exemples que je vais montrer tout à l'heure. Mais il y a 2 bandeaux, notamment quand tu es sur ordinateur, et il faut pas que ce soit tronqué, en fait. Il faut vraiment que tout soit visible quand tu swipes.
respecter une sorte de lecture en Z. Donc, en France, et en tout cas en Occident, on lit toujours voilà, de gauche à droite et de haut en bas. Donc, faire en sorte que voilà, il y ait une bonne hiérarchie visuelle. Laisser respirer les slides et synthétiser l'information, parce que des gros pavés de texte, ça sera contre-productif, parce que qui va lire un carrousel où tu as 18 paragraphes, ça va être indigeste. Donc, faut l'aérer avec des gros caractères, les rythmer avec des transitions, etc. Et grosso modo, entre 8 et 15 slides, 15 pages, après ça dépend, page, slide, c'est une terminologie, mais l'idéal, voilà, c'est pas vraiment la longueur qui sera le problème. Le problème, c'est à partir du moment où les gens vont s'endormir sur leur clavier. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent tu fais 20 slides, c'est trop. Je fais non, c'est pas trop. Ça sera trop uniquement si les gens sont saoulés en fait. Voilà. Et puis, du coup, tu as une taille, un nombre de slides à recommander, ou alors pour toi, on pourrait faire un carrousel de 90 slides et puis ça faire quand même. Après, tu peux t'amuser à faire 90 slides, mais là, ça va dépendre de ton audience. Alors, encore une fois, voilà, ça va dépendre de comment est perçu justement ton travail au regard de ton audience cible. Et est-ce que si par exemple tu t'adresses à des commerciaux, je suis pas sûr que des carousels de 25 pages, ça va être intéressant. Par contre, si tu t'adresses à des rédacteurs web, à des copywriters ou à des personnes qui sont plus sensibles et qui sont prêtes à lire du contenu un peu plus long, là, si tu fais des carousels comme le mien, en tout cas, c'est bon. Je fais 24 slides, ça marche. Mais je recommanderais plutôt aux personnes déjà de débuter à faire des plus petits carousels entre 8 et 12 voire 15 slides. Ça suffit largement pour faire passer un message. En tout cas, voilà, en fonction de l'objectif du post. Ok. Il y a Morgane qui demande sur une slide quelle est la proportion du texte. La proportion du texte en termes de pourcentage ou plutôt en termes de lignes, ou peu importe? À mon avis, c'est en termes de pourcentage. Peut-être parce que tu sais, sur Facebook, on est limité à 20% en texte. Peut-être qu'il y a. Est-ce que ça existe aussi sur LinkedIn? Non, ça n'existe pas sur LinkedIn. Typiquement, moi, ce que je recommanderais, c'est sur une slide de ne pas avoir, on va dire, peut-être plus d'une vingtaine de mots. Et en termes de pourcentage, avoir peut-être les caractères qui représentent peut-être 50% de la slide et surtout utiliser des gros caractères sans pour autant faire 3 mots par slide parce que finalement après c'est juste question de faire défiler. Là tu peux faire 90 slides, mais par contre à certains moments tu peux très bien faire une slide de transition que j'appelle, où là justement tu viens justement mettre que 3 ou 4 mots. Typiquement moi je peux avoir une phrase et la slide de transition ça va être par exemple alors quoi faire, alors comment faire, et là tu es intrigué et tu passes à la slide suivante et c'est en gros caractères. Ça permet de rythmer visuellement et de rythmer aussi la lecture. Ouais, donc en gros, il faut éviter en fait d'avoir trop de texte sur un slide parce que justement, on perd l'attention, les gens ne lisent pas forcément. Il vaut mieux préférer en avoir du coup 20 mots comme tu disais, et puis en fait préférer couper les slides en plusieurs slides quoi. Exactement, il faut avoir plus de slides que se dire bah non finalement faut pas que je mette plus de 8 slides parce qu'on m'a dit que ça marchait pas. Vous à la rigueur avoir 16 slides justement où tu découpes tes 8 premières slides et que ce soit plus aéré, que ce soit plus digeste et finalement ce soit plus intéressant à lire, quitte à utiliser après des petites transitions, des illustrations ou d'autres choses pour justement garder l'attention du lecteur jusqu'au bout. Ok. Il y a Max qui demande est-ce qu'on sait quand les gens ont quitté un carrousel? Non, on ne sait pas. En fait, LinkedIn ne donne pas malheureusement assez de métriques sur ça. On ne sait pas à quel moment justement une personne a quitté le carrousel, alors que sur YouTube, on peut savoir à quel moment on a quitté la vidéo, par rapport à des tendances. Mais sur un carrousel, non, malheureusement. Non, on ne sait pas, mais par contre, du coup, je me dirais qu'en fait, on peut deviner si un carrousel est bon en fonction des interactions qu'il y a eu, du nombre de réponses à ton call to action et de la visibilité, parce qu'on sait que plus un carrousel est vu et vu en entier, plus l'algorithme le pousse, et donc du coup, plus il a de vues. Donc, en fait, c'est des seules métriques sur lesquelles on peut se poser. Ok, il est 13h57, donc il faut qu'on avance sur la partie 3, à savoir ta stratégie LinkedIn à toi. Alors, je me demandais, donc tu disais, voilà, toi, tu as parlé un peu de branding, on sait que tu es sur le fond jaune, mais avant, tu étais avec un chapeau. Alors, c'est ça. Je me demandais, c'était une question de curiosité, comment tu avais fait pour définir ça, comment tu avais fait pour
décider de mettre un chapeau, puis après de passer au jaune, tu vois, comment tu as fait ce choix-là? Ouais. Alors, en fait, au départ, c'était pas volontaire d'avoir une charte graphique jaune. Je voulais tout simplement me démarquer et avoir une photo de profil sur LinkedIn qui se différencie de tous les autres profils qu'on pouvait voir. Et c'est vrai que le début 2018, je me suis dit, peu de personnes ont un profil avec un couleur de fond uni. Et je me suis dit, tiens, moi, ça pourrait être intéressant que je l'utilise. Mais je savais pas encore quelle couleur et je savais pas si j'allais me présenter avec ce crâne rasé ou avec un accessoire. Parce qu'à l'époque, je portais pas mal de chapeaux. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais du coup, j'avais mis un chapeau noir. Et du coup, je me suis dit, j'ai un pull noir, ce fameux pull. J'ai un chapeau noir. Et je me suis dit, comment je peux justement faire en sorte que cet ensemble-là se démarque. Donc, je me suis dit, c'est soit le orange, soit le jaune, parce que ça pourrait être vraiment aussi des couleurs qui se démarquent totalement de la charte graphique bleue de LinkedIn, pour que je sois encore plus visible sur le fil d'actualité, dans les commentaires, etc. Donc, j'ai utilisé ça. Et puis, finalement, ça a bien matché. Les gens ont vraiment engagé avec mon univers. À force que je créais du contenu, j'avais des petits commentaires, certains qui disaient chapeau bas, chapeau l'artiste, sans pour autant te faire gonfler le melon et avoir le chapeau melon. Mais voilà, au passage. Mais voilà, je me suis dit, il y a quelque chose à faire autour de l'univers du chapeau. Donc après, j'avais un slogan qui était chapeauter vos contenus, j'en ai joué. Mais au bout d'un an, 2 ans même, j'en ai eu marre, je me suis lassé. J'avais la sensation après de porter un déguisement. Donc je me suis dit, je refonds mon image de marque, mais je garde le jaune et du coup le noir, et qui font partie vraiment de l'ADN de mon univers graphique. Ok. Et aujourd'hui, tu postes à quelle fréquence? Alors aujourd'hui, moi je poste à une publication par semaine. Mais encore une fois, début 2018, je publiais tous les jours. Après, je suis passé à 5 posts par semaine, ensuite à 3 par semaine. Et depuis que j'ai été contacté pour écrire le livre, là, j'avais plus le choix. C'était, je vais devoir dépenser beaucoup d'énergie créative et de temps à créer du long contenu. Donc, j'aurais pas suffisamment de temps pour créer du contenu sur LinkedIn. Et surtout, c'est pas le fait de créer du contenu sur LinkedIn, c'est le fait aussi d'animer les contenus que tu publies. C'est ça qui demande aussi du temps. Et si je veux faire bien les choses, il faut que tu passes du temps à fidéliser, à fédérer ta communauté autour de tes contenus. Sinon, c'est juste publier pour publier, il n'y a aucun intérêt. Et du coup, je me suis dit, voilà, quel format je peux utiliser pour maintenir mon niveau de visibilité tout en publiant moins, mais en apportant un max de valeur que je pourrais pas faire, que je devrais faire en un seul post et puis en 3 posts. Et c'est ça que je me suis dit, pourquoi pas tester le format carousel et voir si ça marche. Et si le pari fonctionne, je vais le garder, je vais l'optimiser jusqu'à ce que je puisse voir où ça m'amène. Et puis, ça m'a amené finalement à faire des carousels qui fonctionnent plutôt bien. Et donc, c'est parfait. Il y a Émilie qui demande justement si la publication intensive n'est pas mal vue par l'algo. Non, c'est pas que ça va être mal vu par l'algo, c'est plutôt que, par exemple, si tu publies tous les jours et qu'on est mardi, tu publies du coup ton contenu du jour où on est le mardi, et ta publication du mardi va venir cannibaliser la publication de la veille. C'est-à-dire que ton post du lundi, finalement, la portée organique, c'est-à-dire la visibilité de ce post-là, va être réduite au profit du nouveau post que tu as publié. Ok, donc du coup, c'est pas forcément que c'est mal vu, mais c'est juste qu'en fait, c'est quand même pas top, quoi. Ouais, c'est pas la meilleure chose si on veut maximiser la visibilité d'un post. C'est que moi, je préfère laisser limite un jour off entre 2 publications pour avoir le temps de laisser justement le post vivre encore un peu plus, le temps de commenter encore sur les nouveaux commentaires, de donner des réponses aux nouveaux commentaires, pardon, et de réfléchir à de nouvelles idées. Moi, en fait, j'ai vraiment créé un contenu par jour pendant 1 an, mais le risque, c'est que au bout d'un moment, j'étais en flux tendu, j'avais pas encore créé vraiment une stratégie éditoriale, j'écrivais au jour le jour. Et au bout d'un moment, ça crée un max de stress parce que tu as tenu un engagement, tu dis, je dois faire ma publication du jour, mais je ne sais pas sur quoi. Et du coup, tu perds du temps à trouver des idées, à penser au stress que ça t'engrange. Et après, c'est un cercle vicieux et c'est pas super bon. Mais après, si tu te débrouilles bien et que tu prépares bien les choses, tu peux faire du contenu quotidien. Mais voilà, même si tu fais du contenu quotidien, il faut penser à la qualité et pas vraiment se dire, voilà, j'ai publié mon post du jour et puis c'est Ouais, c'est fait, c'est fini. Ouais. Luc demande si c'est pertinent de publier un carousel sur une page pro ou un profil perso. Moi, j'aurais toujours tendance à dire le profil personnel parce qu'on a plutôt tendance à vouloir se connecter avec des humains et pas forcément avec des pages. Moi, la page entreprise, ça va être vraiment encore une stratégie éditoriale qui sera différente. Après, on peut publier un carousel, que ce soit sur la page perso ou la page pro, mais l'idée, c'est pas de faire du doublon, quoi. Et à vraiment avoir 2 stratégies bien distinctes. Et sachant que les publications sur les
profils sont davantage mis en avant que sur les publications sur les pages d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie de LinkedIn, c'est de monétiser et de faire payer les pages d'entreprise pour que les publications soient encore plus visibles. Ils s'inspirent de la stratégie de Facebook, en fait. Bah oui, de tous les réseaux sociaux, hein. Le but du jeu, c'est de faire payer les entreprises à un moment pour qu'elles soient visibles. Comme tu vois, TikTok, aujourd'hui, la portée organique, elle est énorme, mais tu regardes dans 4 ans si c'est encore là. Je peux te dire que là, ça va payer pour être visible. Ouais, bah, ils ont raison en même temps. Ah Hein. oui, c'est ça, ouais. Ça fait partie du jeu. Qui vont survivre. Ok, alors je me demandais aussi, est-ce que tu as des petits tips rapidement pour booster l'engagement ou alors tu as une petite liste de do and don'ts avant qu'on passe à l'étude de cas? Ouais. Bah moi, en fait, pour booster l'engagement, ça serait plutôt d'utiliser différents formats. Il y a des choses qui fonctionnent bien, mais à utiliser quand même avec parcimonie, j'insiste. C'est les votes avec type de réaction. Typiquement, moi, j'avais fait une publication pour donner envie aux gens de voter sur le choix du titre de mon livre qui est sorti. Et du coup, il suffisait de mettre soit un j'aime, soit un j'adore pour justement voter. Donc ça permet de générer beaucoup d'interactions et de rendre visible un post. Sinon, tu as une autre technique qui est de partager une ressource épique indispensable. Donc, par exemple, que ce soit un e-book, que ce soit une sorte de mini-formation, en échange d'un commentaire. Ça, c'est quelque chose aussi qui fonctionne bien, mais encore une fois, à utiliser avec parcimonie, parce que si on fait que ça va lasser l'audience. Et surtout, si la promesse n'est pas respectée derrière, au lieu de gagner en crédibilité, on va ternir sa réputation. Et là, c'est vraiment pas une bonne idée. Sinon, ce qui marche bien, c'est les post-célébrations. Donc, moi, quand j'ai écrit mon livre, youpi, j'étais super content. Je me suis pris en photo avec le livre et je l'ai publié sur LinkedIn. Et là, du coup, ça marche bien parce que les gens sont heureux de voir que tu es heureux. Puis, il y a l'aboutissement d'un projet, donc ça marche bien. Donc, ça, c'est pour les formats. Mais maintenant, si on rentre vraiment sur des tips plus contenus, c'est vraiment de maximiser ses efforts sur les accroches. Donc, j'insiste bien parce que sans elles, le suite du contenu ne sera pas visible. Donc, ça peut être, par exemple, de faire une accroche avec un effet de contradiction. Typiquement, moi, j'aime bien utiliser ce principe-là et j'avais utilisé, c'est, par exemple, les hacks vous font perdre du temps. Alors, tu vois, c'est un effet de contradiction parce qu'un hack, c'est censé être un raccourci et là, je viens de dire que ça fait perdre du temps. Donc, les gens sont en mode, what the fuck, qu'est-ce qu'il veut dire, en fait, réellement? Et du coup, c'est intriguant et tu as envie d'en savoir plus. Ou encore, ça pourrait être, pourquoi les arnaques marchent? Là, ça fait très putaclic aussi, mais c'est hyper intriguant parce que il y a un effet de contradiction. Et voilà, ça marche bien. Donc voilà, c'est le genre de petits tips que je pourrais donner, grosso modo, sur les accroches. Donc tout miser sur l'accroche et essayer d'intriguer au maximum et de faire en sorte à déclencher un peu une émotion de surprise chez les gens, quoi, finalement. C'est ça, parce que sur LinkedIn, on est comme sur une guerre de l'attention et l'accroche, c'est ça qui va te permettre de différencier des autres. Mais encore une fois, une accroche qui accroche, mais par contre qui soit pas dans l'exagération et la surenchère, parce que justement, au lieu de servir, ça dessert. Ok. Il est 14h06, je pense qu'il faut qu'on passe aux petits cas pratiques. Est-ce que tu les as gardés avec toi? Alors, les liens, et après, tu sais, si tu vas en bas, là, tu peux partager mon écran. Voilà, exactement. Alors, attends, tac. Et du coup, je profite du moment où tu es en train de chercher et de mettre ça en place pour dire aux gens que je vous conseille de suivre Christopher en fait sur LinkedIn, même d'acheter son bouquin. Moi, j'avoue, je l'ai demandé à Noël. Je le répète parce que je sais que ma sœur est là dans ce webinaire, donc je fais un petit clin d'œil en espérant de le recevoir sous mon sapin de Noël. Ah, ça serait chouette. Voilà, du coup, suivez Christopher sur LinkedIn parce qu'il poste énormément de contenu hyper intéressant, surtout si vous vous intéressez au carrousel, il donne plein de conseils, c'est hyper chouette. Son livre, du coup, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis sûre qu'il est bien. Et n'hésitez pas, moi aussi, à me suivre moi si les webinaires vous plaisent, parce que je poste régulièrement en fait, des updates sur le Social Hack Club, et du coup, si vous êtes intéressé pour la suite, c'est là que vous pourrez être au courant. On s'en sort, Christopher? Ouais, c'est juste que j'ai une notification qui m'indiquait que je ne pouvais pas partager mon écran. Ouais. Ça, c'est problématique. C'est pas ouf. Oui. Non, c'est pas ouf, en effet. Attends, je vais aller sur un autre navigateur. Je fais juste un copier-coller d'un lien. Je check si je vois que ça marche pas, à la rigueur.
je t'inviterai à aller dessus et puis je te guiderai. Sinon, on va faire comme ça. Oui, sinon, moi, je peux faire le partage d'écran, en fait, si tu envoies le Si lien. jamais, ouais. Donc là, je m'identifie, je teste sur Safari, parce que ça ne marchait pas sur Chrome. Ok. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est très étrange, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Bon, bah, il va falloir être un petit peu patient, alors. Non, là, du coup, là, c'est bon, je vais retenter le partage. On C'est va bien, voir si sur vous l'autre. voulez voir le petit cas pratique. Très bien. Est-ce que tu penses que tu arriverais à répondre à des questions en même temps que de faire ça? Ouais, je pourrais. Ouais. Bon, moi, j'arrive pas à partager l'écran, ça me refuse l'accès. Ok, c'est pas grave. Alors, Si tu peux partager le tien, s'il te plaît. oui, je veux bien juste que tu me renvoies les liens, du coup. Ouais, alors c'est dans ta message privé. LinkedIn. Ouais, c'est ça. Sinon, je peux te renvoyer les liens directement sur ici. Bah alors, je vais y aller là. Sinon, je peux les mettre dans le chat, regarde. Attends, je partage l'écran déjà. Hop, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Yes, moi, je vois ton écran, en tout cas. Alors, dans ma messagerie... Ah, j'ai une publication, j'ai été notifié. Enfin, je vais regarder. Je suis sûre que tu me l'as envoyé dans ma messagerie? Ouais, c'est toi qui me l'avais Oui, oui. partagé. Ouais, tout à fait. C'est un tout petit peu plus haut. Alors, ça, c'est le premier. Ah, voilà. De Marie-Béatrix. J'espère que je prononce bien Béatrix. Je vais le faire dérouler rapidement pour que les gens puissent le voir. Ouais. En gros, l'idée, quoi. Donc, on est sur 12 slides. Ça. Du coup, qu'est-ce que tu avais à nous dire sur ce... Ouais. Bah, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est analyser déjà premièrement sur la forme et après sur le fond. Ouais. Donc, sur la forme, donc là, par rapport à ce que tu as fait défiler, on voit que les couleurs respectent sa charte graphique. Donc, elle est dans un univers bleu ciel. Toutefois, le contraste, il n'est pas assez marqué. Typiquement, on voit qu'il y a une sorte d'image de fond et ça vient, en gros, enlever un peu de lisibilité, ce motif-là. Et on voit aussi qu'il y a le logo en bas et l'URL qui est en permanence sur l'ensemble des slides. Et à mon sens, c'est pas utile de le mettre sur toutes les slides. Mais vous, à la rigueur, mettre l'appel à l'action en dernière slide ou à la rigueur, mettre le logo, mais en tout petit sur toutes les slides, mais pas en gros comme ça parce qu'il n'y a pas un intérêt, à mon sens. Mais après, il y a des gens qui vont te dire, oui, mais si on télécharge mon contenu, on va pouvoir le repartager. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. De toute façon, si la personne veut vraiment récupérer le contenu, elle découpera le bas et puis elle récupérera le contenu. Si on regarde bien les premières slides, donc si tu peux, s'il te plaît, retourner à la slide 2-3. Donc, tac. Voilà, donc slide 2 et slide 3. Il y a trop de texte par slide. Donc, les gens, typiquement, là, ils arrêteront de lire la troisième slide. Mieux vaut à la rigueur, comme on le disait tout à l'heure, faire un peu plus de slides et avoir des caractères en plus gros. Et penser aussi à la lisibilité sur smartphone. Donc, moi, je recommanderais plutôt avoir au moins une taille de texte de 45 pixels. Là, je pense qu'on est plus à du 30 pixels. Mais voilà, à mon sens, surtout sur la slide 2, voilà, il y a un peu trop de contenu. Donc, voilà un petit peu pour le fond. Mais sinon, en gros, ce qu'elle a fait en slide 5 et 6, là, c'est plutôt pas mal en termes de taille de police de caractère et en termes de nombre de mots par slide. Voilà, donc ça, c'est typiquement, voilà, faut respecter plutôt cet ordre d'idée-là. Maintenant, passons sur le fond. Si tu peux, s'il te plaît, retourner à la première slide du carrousel. Donc là, le titre, il n'est pas assez percutant. Plaire à Google, c'est important. Plaire aussi à vos clients, c'est mieux. Et si en plus, ça vous plaît, 3 points de suspension. Là, il faudrait faire un titre qui est plus percutant. Ça pourrait être, par exemple, ces pages Google sont décevantes. Et expliquer après pourquoi, parce qu'après, elle rentre dans le contenu. Mais en gros, voilà, c'est d'avoir toujours cette idée de créer un mystère, créer un effet de contradiction. Maintenant, slide 2. Là, ce qu'elle pourrait faire, étant donné qu'il y a beaucoup trop de texte, ça serait par exemple de garder son titre comment se faire bien voir par les internautes et les moteurs de recherche et d'en faire une slide à part entière. Et après, de découper les 2 autres blocs de texte en 2 autres slides.
Donc, ça permettrait de pouvoir donner un peu plus de rythme et de faciliter la lecture. Après, slide 3. Là, si on regarde, les conseils sont croustillants, donc là, c'est top, mais ça manque un petit peu plus de personnalité. Donc là, il ne faut pas hésiter, en fait, dans des carousels, à aussi s'adresser au lecteur. Donc après, par exemple, le format de texte qui est indiqué il ne s'agit pas de se comporter comme un robot juste pour plaire au robot. Là, ça aurait été intéressant, par exemple, de mettre entre parenthèses ou de faire une petite annotation pour dire parole d'une humaine avec un petit smiley pour montrer que justement, voilà, elle s'adresse au lecteur et elle se confie au lecteur et elle apporte un petit peu plus de personnalité. Et ça où c'est intéressant, c'est de trouver ce fameux bon équilibre. Et enfin, slide 5. À la place de mettre Empreinte Pro, vous propose une approche qui va au-delà de l'analyse purement technique, qui fait un peu trop corporate à mon sens. Elle pourrait tout simplement utiliser une phrase de transition là pour garder l'attention du lecteur et avoir une phrase type alors comment faire. Et ensuite, on passe aux prochaines slides qui, elles, justement, viennent détailler les étapes et donner du conseil applicable et croustillant. Ok. Et enfin, dernière recommandation, la dernière slide. Là, c'est pareil en termes de visuel, mais en termes de fond, ça aurait été mieux justement d'avoir un lien directement dans le poste de préférence et de respecter la recommandation de Rand Fishkin, qui est de faire une publication sans lien, autrement une publication avec lien dans le commentaire, une publication avec lien dans le commentaire, une publication avec le lien dans le post. Et voilà, en fonction de ces carousels ou de ces contenus, elle peut indiquer aux gens de cliquer dans le post. Parce qu'arrivé à un certain stade où tu as trop de commentaires, finalement, ton lien, il est totalement noyé. Et finalement, il perd en puissance. Donc, mais voilà, à la rigueur, si tu fais un carrousel et que tu as pour objectif de générer, par exemple, des inscrits sur ta liste email ou un webinaire, d'utiliser carrousel et de mettre le lien directement dans le post, quitte à ce que tu aies une petite pénalité, ce que ton post sera moins visible. Mais en tout cas, tu maximiseras le taux de clic et de conversion. Ok, top. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 14h écart. Alors, attends, je cherchais le bouton Stop Sharing. Voilà, il est là. Je suis pas forcément la meilleure avec les boutons ou les ouvertures faciles, les choses comme ça, là. Mais ok, écoute, c'était super. Moi, j'ai appris énormément de choses. Voilà, il est 14h15, donc ça fait déjà 45 minutes. Donc, c'est l'heure d'arrêter ce webinaire, malheureusement. Comme je disais, n'hésitez pas à acheter le bouquin de Christopher, à suivre le Social Hack Club. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que demain, on a une masterclass sur LinkedIn avec Inès Sivignon. Il reste encore quelques petites places, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et je finis ce webinaire avec mon mot de la fin qui est à plus tard dans le webinaire. J'adore. Je te laisse compléter, Christopher, la phrase à plus tard dans... Dans le quart. Allez, salut. Salut.